Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Il faut un dialogue inclusif au Tchad, c'est ce que recommande un opposant. Yaya Dillo Djerou était candidat à la dernière présidentielle. Deux provinces de l'Est de la RDC en état d'urgence. Décision du gouvernement depuis ce vendredi. Quatre soldats ont trouvé la mort ce vendredi au Cameroun. Ils ont été tués par des rebelles indépendantistes selon certaines sources. Nous l'ouvrons par le Tchad. L'opposant Yaya Dillo. Il faut un dialogue inclusif au Tchad, c'est ce que recommande un opposant. Yaya Dillo Djerou était candidat à la dernière présidentielle. Voilà quelques-uns des titres à développer dans ce journal, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. L'opposant tchadien Yaya Dillo Djerou a appelé à un dialogue inclusif avec la junte et les acteurs civils et politiques. Djerou était candidat à l'élection présidentielle, mais avait pris la fuite après un raid meurtrier mené par la police et l'armée à son domicile. 3 personnes sont mortes, dont sa mère et 2 soldats, selon un bilan officiel. Reportage. Pour nous, il est difficile aussi d'admettre qu'un nouveau pouvoir s'installe au nom de l'illégalité. Entre le marteau et l'enclume, nous avons fait un choix judicieux pour préserver la stabilité du pays et aussi permettre à la vie nationale de vivre dans la quiétude. C'est très important. Donc nous optons pour une transition apaisée, même si cela ne se concorde pas, ne s'adapte pas à nos convictions, d'agir dans la légalité, puisque pour ne pas donner la chance encore à ce que les nouvelles autorités puissent utiliser, disons, les anciennes institutions pour pérenniser encore un nouveau type de pouvoir que nous ne voulons pas que ça dure. Si étant, nous exigeons à ce qu'il y ait un dialogue inclusif, incluant, qui dit inclusif, non seulement les acteurs politiques, mais aussi les syndicats, les organisations de droits humains, la diaspora, etc., pour que tous ensemble, nous redessinons le Tchad nouveau que nous voudrons tous. 4 soldats ont été tués ce vendredi dans l'ouest du Cameroun par des rebelles. Ces rebelles combattaient l'armée et réclamaient l'indépendance de la partie du pays peuplée par la minorité anglophone. Au milieu de la nuit ce vendredi, des séparatistes ont attaqué le poste militaire avancé de Mafung. Le bilan est de 4 militaires tués et 1 grièvement blessé, a déclaré à l'antenne de la télévision d'État CRTV Augustine Awafonka, le gouverneur de la région de l'Ouest limitrophe du Nord-Ouest, dans laquelle est située Mafung. Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont le théâtre depuis 4 ans d'un sanglant conflit séparatiste opposant fréquemment des groupes armés anglophones à l'armée. Une situation qui amène les ONG internationales et l'ONU à régulièrement accuser les 2 parties des actions et de crimes contre les civils. Les rebelles combattent l'armée et réclament l'indépendance de la partie du pays peuplée par la minorité anglophone. Outre des attaques et attentats fréquents visant policiers et soldats, les séparatistes armés multiplient les enlèvements, notamment dans les écoles qui enseignent le français, et assassinent des habitants qu'ils accusent de collaborer avec Yaoundé. Ce conflit a fait plus de 3500 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile en 4 ans.
En République démocratique du Congo à présent, le président Félix Tshisekedi a décrété l'état de siège dans 2 provinces de l'Est du pays, frappées par la violence des groupes armés et des massacres de civils. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du gouvernement ce vendredi soir. Suivons ensemble. Rendant compte ce vendredi soir du Conseil des ministres, Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, a déclaré que le président de la République a informé le Conseil des ministres de sa décision de proclamer conformément à l'article 85 de la Constitution un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Une ordonnance présidentielle doit encore détailler les modalités d'application de cet état de siège annoncé dans les 2 provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Elle sera rendue publique dans les prochaines heures, a-t-il ajouté. L'article 85 prévoit que le président proclame l'état d'urgence ou l'état de siège lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions. Il en informe la nation par un message, ajoute la Constitution. Ce jeudi, le président Félix Tshisekedi avait prévenu qu'il préparait des mesures radicales face à l'insécurité dans l'Est du pays. Lundi, son nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde évoquait déjà l'état d'urgence à l'Est, avec notamment le remplacement de l'administration civile par l'administration militaire. 6 partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, dont d'anciens cadres de son parti, sont arrivés à Abidjan en provenance du Ghana sous la houlette du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés HCR, en accord avec le gouvernement ivoirien, au nom de la réconciliation nationale. Les exilés, parmi lesquels figurent l'ancien ministre du Budget, Justin Katina Koné, et la sœur cadette de Laurent Gbagbo, Jeannette Koudou, ont été accueillis à l'aéroport par plusieurs dizaines de militants, puis ont rejoint la résidence d'Abdoudraman Sangaré, l'ancien secrétaire général du Front populaire ivoirien FPI, de la branche Gbagbo, où les attendaient d'autres cadres du parti ainsi que des militants. Les gestes d'apaisement politique se sont multipliés vendredi en Côte d'Ivoire, où des exilés partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo sont rentrés après 10 ans d'exil, au moment où était annoncée la libération d'une centaine de prisonniers accusés de violences liées à la présidentielle de 2020. 6 partisans de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, dont d'anciens cadres de son parti, ont atterri à Abidjan en provenance du Ghana sous la houlette du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, en accord avec le gouvernement ivoirien au nom de la réconciliation nationale. Les exilés, parmi lesquels figurent l'ancien ministre du Budget Justin Katina Koné et la sœur cadette de Laurent Gbagbo, Jeannette Koudou, ont été accueillis à l'aéroport par plusieurs dizaines de militants maintenus à bonne distance par la police ainsi que les journalistes. Parmi les exilés de retour figure aussi Damana Pikas, qui s'était rendu célèbre en arrachant des mains d'un membre de la commission électorale des résultats par région qu'il était en train de lire en direct à la télévision, qui allait donner vainqueur à Alassane Ouattara face à Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2010. Le retour des exilés précède celui attendu de Laurent Gbagbo lui-même après son acquittement le 31 mars par la justice internationale de crimes contre l'humanité commis pendant cette crise. Au moment où rentraient les exilés du Ghana, Richard Adou, procureur d'Abidjan, a annoncé à la presse la libération d'une centaine de personnes que l'opposition appelle des prisonniers politiques incarcérés pour leur rôle présumé dans les violences liées à la dernière présidentielle. La principale épouse du roi des Zoulous, récemment décédée, qui avait été nommée régente dans l'attente de la nomination d'un successeur, c'est à son tour éteinte jeudi en Afrique du Sud. L'annonce a été faite par le Palais Royal. C'est avec le plus grand choc et la plus grande détresse que la famille royale annonce le décès inattendu de Sa Majesté, la reine Chiyiwe Mantfombi Dlamini Zoulou, régente de la nation Zoulou, a annoncé jeudi soir le prince Mangosuthu Buthelezi, membre de la famille royale. Ce décès inattendu, à l'âge de 65 ans, nous a surpris et nous laisse désemparés, a ajouté dans un communiqué ce redoutable ex-chef du parti nationaliste Zoulou, Inkatha.
mais il a assuré qu'il n'y aurait pas de vide à la tête de la nation zoulou. La reine, qui était la principale des 6 épouses du chef traditionnel Godwill Zwelithini, roi du peuple du ciel, avait été hospitalisée quelques semaines à peine après sa mort. Mantfombi Dlamini était aussi la sœur de l'actuel roi d'Eswatini, ex-Swaziland. Le 18 mars, la dépouille de Godwill Zwelithini avait été plantée en terre zoulou dans le nord-est du pays. Le testament du défunt, roi sans pouvoir mais au rôle symbolique fort, avait ensuite été lu devant un cercle intime désignant la reine Mantfombi Dlamini comme régente en attendant la nomination du futur roi. Dans la culture ngoni dont sont issus les Zoulous, les successions sont infiniment complexes et aucune n'est automatique, avait souligné l'historien Pitika Ntuli, spécialiste des traditions indigènes africaines. Lorsque la reine a été nommée régente, tous les regards s'étaient tournés vers son fils aîné, le prince Misuzulu Zulu, 46 ans, dont le prénom signifie « renforcer les Zoulous ». Mais aucune confidence du palais royal n'a filtré à ce jour. Plus de 500 personnes ont assisté jeudi soir à Nouakchott au meeting commémoratif du 9e anniversaire de la publication du manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines ou descendants d'esclaves. Depuis sa publication, pas grand-chose n'a évolué selon eux. Plus de précisions à travers cet élément. Déjà 9 ans qu'a été publié le manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines ou descendants d'esclaves. Cette année, lors de la commémoration de ce souvenir, les organisateurs ont choisi de se pencher sur le thème de la réforme foncière pour permettre aux descendants d'esclaves de retrouver les terres que leurs ancêtres exploitaient pour leurs anciens maîtres. Une loi existe dans ce cadre, mais elle n'est pas appliquée selon les auteurs du manifeste. Notre message aujourd'hui: il y a urgence de mener à bien cette réforme foncière et de l'engager de manière effective pour que les victimes, qui sont les Haratines essentiellement, retrouvent accès à la propriété de leurs terres pour que cette terre, cette propriété puisse être un élément de promotion sociale et économique de ce pays, estime Maître El Haïd Ould Mbarek, avocat au barreau de Nouakchott, président sortant du manifeste El Mizar. La réforme de l'exploitation des terres agricoles a été adoptée en 1981 à la faveur de l'abolition officielle des pratiques esclavagistes, une mesure d'accompagnement de l'abolition de l'esclavage en Mauritanie pour qu'il garantisse aux anciens esclaves l'accès aux propriétés de la terre. Malheureusement, malgré les règles claires de cette loi, les féodalités ont continué à exercer leur pouvoir sur la terre et sur ceux qui aussi habitent dans ces terres, ajoute Maître El Haïd Ould Mbarek. Le gouvernement mauritanien ne reconnaît pas l'existence de l'esclavage. Officiellement, les autorités parlent de séquelles qu'elles essayent d'éradiquer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon dimanche en compagnie des programmes de Sika TV.